Merci Thomas. Merci à tous d'être présents. Jean-Baptiste, je te laisse peut-être te présenter, puis je reprendrai la main. Très bien, merci, merci Timothée. Bonjour à tous. Je vous vois quelques noms que je connais, donc bonjour à ceux que je connais. Donc Jean-Baptiste Thévenot, on va présenter A4MT un peu plus tard, donc je vais juste me présenter moi. Je suis ingénieur de formation en bâtiment travaux publics et beaucoup de direction commerciale. Et puis j'ai décidé à un moment donné de la crise de la quarantaine de faire des choses pour la planète plutôt que d'aider à vendre des pneus chez Michelin. Et voilà, du coup, j'ai rencontré A4MT, Carbone 4 et tout ce monde-là. Et depuis, j'ai pris la direction du pôle mobilité, transformation de la mobilité chez Action for Market Transformation, et qu'on va présenter un peu tout à l'heure. Génial. Merci Jean-Baptiste. Donc, me concernant, je suis Timothée Kellar, donc je suis un des 3 cofondateurs d'Ecodev. Et puis, on a initié, mais je vais passer les slides, une démarche en 2019 sur ces sujets de mobilité durable. Alors, peut-être pour rentrer dans le vif du sujet et pas passer trop de temps sur Ecodev, on est une société de conseil qui accompagne depuis maintenant 12 ans, presque 13 même, les employeurs dans leur politique développement durable avec une raison d'être qui est de réveiller ou éveiller les organisations pour stimuler l'engagement et provoquer le changement. Voilà, on est une petite cinquantaine de personnes aujourd'hui, on a plusieurs implantations. Je passe très rapidement. Nos métiers, donc des métiers de conseil, comme je le disais, mais c'est également de mesures d'impact. Donc tous les indicateurs associés à ces sujets RSE, socio-environnementaux, carbone ou mobilité durable. Finalement créé en 2019 un écosystème avec l'idée de travailler auprès des employeurs sur le sujet de la mobilité durable de manière générale et le management de la mobilité. On va dire qu'après un certain nombre d'années de conseil, on s'est rendu compte qu'il était nécessaire de travailler un peu plus largement sur les enjeux de mobilité. On le verra, mais on oscille quand même sur des enjeux qui basculent sur les changements de comportement, les infrastructures, la réglementation, les enjeux énergétiques. Enfin, bah, on voit bien qu'il y a un sujet de pilotage qu'on essaye autant que possible d'accompagner depuis 2019. Alors, le changement de comportement, on en a parlé, avec toujours cette trame de fond de soutenir la sobriété ou l'innovation responsable. Enfin, on ne peut pas se permettre finalement de changer les comportements en claquant des doigts, en se disant on va par exemple tous rouler demain en véhicule électrique. On voit bien que ça amène d'autres problèmes. Et il faut du coup, pour arriver à ces changements de comportement, valoriser des innovations et des acteurs engagés. C'est ce qu'on va faire ce matin avec Jean-Baptiste. Un certain nombre d'acteurs qui nous accompagnent. Donc, on a en haut à droite des financeurs, adhérents, partenaires, qui sont des grands employeurs qui cherchent justement à agir auprès de leurs collaborateurs sur ces enjeux. On a en bas un certain nombre d'actions, donc des solutions, des actions concrètes. Et puis en haut à gauche, des parties prenantes, des influenceurs, des institutionnels qui aident à légitimer, objectiver et travailler sur nos enjeux de mobilité durable, comme A4MT le fait et on pourra revenir dessus. On a un certain nombre de faits depuis 2019. Donc, on a un outil en ligne, on a des ressources, on crée des webinars comme celui-ci, où on fait des conférences, projections, des ateliers de réparation, je vais un peu trop vite, mais de solutions. On a fait un certain nombre d'outils et qu'on diffuse très largement, parce que 90% est en open source, pour arriver à finalement changer un peu les comportements, faire bouger les lignes. On a aussi fait partie du groupe de travail qui a lancé le label employeur Pro Vélo, qui est un programme pour inciter la pratique du vélo. Et ces derniers temps, on a aussi beaucoup travaillé sur le sujet du baromètre forfait mobilité durable pour le ministère de la transition énergétique et des transports, où très prochainement, vous aurez les résultats du bilan des NAO, donc comment les négociations annuelles obligatoires, comment ont été intégrés ces enjeux de mobilité trajet domicile-travail dans ces négociations annuelles obligatoires. Donc, un certain nombre d'études qui permettent finalement d'aller un peu plus loin que les missions de conseil traditionnelles. Voilà pour la petite présentation. Je te laisse, Jean-Baptiste, pour A4MT. J'espère que vous m'entendez bien. Donc A4MT, vous ne connaissez sûrement pas, c'est une société qui est relativement récente, parce qu'elle a été créée il y a 2 ans. Elle fait partie en fait d'un groupe que vous devez connaître qui s'appelle Carbone 4. Et notre positionnement à nous dans ce groupe-là, c'est vraiment tout ce qui est action collective de transition. Donc on travaille principalement autour des problématiques de l'immobilier et de la mobilité, et on change les mentalités pour accélérer la transition par le bas. C'est-à-dire qu'on va vraiment embarquer 10, 20, 30, 40 sociétés dans un programme, et on va aussi bien aller chercher leurs salariés
que leur middle management, que leur management, que le top management pour avoir le même objectif tous ensemble et y aller sur des points assez particuliers. On va avoir cette dentelle qui est capable de faire un éco-dev sur chaque société, mais nous, on va plutôt embarquer plusieurs sociétés qui disent bah, ça, c'est un problème qui me concerne. Donc, les chiffres clés, on sera une trentaine de personnes début septembre, donc on grossit assez vite. On a déjà à peu près plus de milliers de sociétés engagées sur une trentaine de programmes nationaux et internationaux. On a commencé à ouvrir l'Angleterre, le Cambodge, enfin voilà, ça bouge assez vite. On est aujourd'hui sur Paris et sur Lyon. Et je veux dire, sur une trentaine de programmes, on en a quelques-uns qui sont déjà phares et assez bien connus. Donc de mon côté, la partie mobilité, on a Bicycle qui est autour des vélos et dont on va parler un peu plus en détail tout à l'heure. C-Cube qui est un concours de réduction de CO2 pour les flottes, où les entreprises mettent des équipes de conducteurs et puis c'est un concours et ceux qui gagnent à la fin des 6 mois de concours, c'est ceux qui ont fait la plus belle réduction de CO2 sur leur flotte, avec les différentes façons de faire. On a le booster du remploi aussi qui est bien connu, qui doit traiter à peu près 200 sociétés rien qu'eux, qui aide à booster le réemploi des matériaux lors des constructions, lors des rénovations. On a Cube qui est le grand frère de C-Cube, donc c'est aussi un concours, mais sur les bâtiments. Et un dernier né, mais qui a un très gros succès, c'est plus promouvoir les usages soutenables. Je vous encourage à aller voir, c'est vraiment l'idée de se dire bah, qu'est-ce qui peut faire changer les gens. Voilà, qu'est-ce qui fait que les gens vont être sensibles à l'écologie ou pas, et suivant chaque personne ou chaque groupe de personnes, qu'est-ce qu'il faut leur mettre en avant pour les aider à aller vers la transition. Merci pour cette rapide introduction. Bon, maintenant, il est décomposé en 3 phases, là, 3 temps. Premier, je vais faire une petite introduction sur les enjeux liés à l'immobilier et à la mobilité. Et puis, assez rapidement, on ira dans le vif du sujet avec Jean-Baptiste. Bah, déjà, la définition, donc, bah, la mobilité, vous connaissez tous, hein, se déplacer d'un point A à un point B. Bon, on peut prendre les définitions des urbanistes ou des géographes, mais il y a un point qui est intéressant à voir, c'est la notion d'écomobilité, qui est une notion ou de mobilité durable, hein, qui explose, qui est quand même définie comme une politique d'aménagement et de gestion du territoire. Donc, on est vraiment sur une échelle un peu plus large, mais qui favorise donc des mobilités bah, moins polluantes ou peu polluantes et respectueuses de l'environnement ainsi que du cadre de vie. Donc, on est sur une démarche beaucoup plus large que simplement de se déplacer. Là, on voit bien qu'on a un sujet d'intégration dans une ville, quelque part, finalement, dans une géographie plus large. La mobilité durable, finalement, a des principes d'organisation et de technologie aussi, puisqu'on parle beaucoup bah, de dépendance, finalement, aux énergies, bah, électriques, fossiles, peu importe, et donc d'intégration de cette notion. Et des nouveaux modes aussi, comme bah, le vélo, la marche à pied, ou anciens modes, hein, parce que finalement, c'est des modes qui ne sont pas si nouveaux que ça, et des transports en commun pour réduire autant que possible les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est sur une notion un peu plus large que les premières définitions. Alors, on a voulu quand même mettre en perspective ces enjeux parce qu'ils sont souvent négligés dans les politiques d'entreprise, alors que le logement, c'est comme le premier poste de dépense des Français. La mobilité, le deuxième. Donc, voilà, avec ces deux postes, on est déjà à peu près à 30, 40, 50% de tous les gains qui partent finalement tous les mois juste pour se loger et se déplacer, ce qui est assez logique, mais c'est largement devant l'alimentation, par exemple, qu'on aurait pu aussi voir un peu plus présente, puisqu'elle est aussi essentielle. Les impacts environnementaux, bah, 80% de la consommation énergétique mondiale est liée au bâtiment. Alors là-dedans, il y a la construction et la déconstruction, hein. C'est toute la partie, enfin, toute l'analyse de cycle de vie complète. Et près de 50% des émissions de CO2 est liée au déplacement, mais aussi au sujet de l'immobilier. Donc on est vraiment, si on accumule les deux, sur des enjeux assez forts, puisque bah, c'est les premiers postes de dépenses des émissions de gaz à effet de serre, ou en tout cas des impacts environnementaux. Les enjeux économiques, j'en ai parlé, mais je vais revenir dessus parce que l'augmentation en moyenne des prix de l'immobilier est assez forte. Donc, on est en ce moment là sur une période où l'immobilier se stagne, voire dans certaines zones, il y a une récession, mais dans certaines agglomérations, continue d'augmenter, hein, puisque du coup, après Covid, il y a eu quand même une forte augmentation d'un certain nombre de villes qui étaient en faible croissance. Et donc, du coup, en moyenne, sur 2021, l'immobilier a encore pris 7,3%.
Et j'ai pris la même comparaison en termes de durée sur le coût de l'essence. Bon, vous l'avez sûrement vu à la pompe, bien évidemment, mais ça fait 45% d'augmentation à litre d'essence sur un an. Donc, on est quand même sur des enjeux qui, puisque c'est les premiers postes, continuent, on va dire, à prendre à la gorge, excusez-moi pour l'expression, mais c'est le cas à un certain nombre de nos concitoyens. Les distances continuent aussi, alors elles stagnent ou elles diminuent légèrement, mais finalement, si on prend les 50 dernières années, on a quand même multiplié par 3 ou 4 le nombre de kilomètres qu'on fait pour aller au travail tous les jours. Donc on voit qu'on a aussi considérablement rendu notre dépendance, notre mobilité quotidienne dépendante des modes de transport qu'on a historiquement majoritairement, donc la voiture thermique. Et puis là, c'est illustré par un graphique, c'est l'histoire de distance. Donc là, c'est l'agglomération de Lyon. Vous voyez en bas à droite les graphiques où il y a très peu d'orange et de rouge, hein. Alors, c'est pas la phase de canicule, c'était la distance entre les domiciles-travail, les trajets domicile-travail. Donc, on est à 50 km, c'est rouge, hein. On a bien vu que dans les années 90, ça commençait à jaunir. Et puis dans les années 2010, on commence à vraiment comprendre qu'on s'est, on va dire, comporté autour d'un étalement urbain et d'une urbanisation qui a amené plein d'enjeux, plein d'avantages, hein. Peut-être les pavillons pour certains avec les jardins, mais surtout l'artificialisation et la dépendance, encore une fois, à cette mobilité très, très carbonée. Et donc, au final, on s'aperçoit que la mobilité est au centre des stratégies de développement durable des villes. On commence à sentir cette montée en puissance. Alors là, j'ai sorti des études, on va dire, de 2007 ou 2013. On nous montre bien que la proximité des services et des transports en commun est l'un des principaux, voire le principal enjeu de l'immobilier durable. Vous avez l'Observatoire de l'immobilier durable, vous avez un certain nombre d'organismes qui vont travailler sur ces sujets. Et donc, la liaison au réseau des transports devient critique, devient essentielle pour un certain nombre de travailleurs. La proximité des plateformes multimodales. Et puis, on va. Alors, en tout cas, les conséquences et les obligations, hein, finalement, associées à ces enjeux, c'est de réduire l'empreinte carbone et d'accentuer un certain nombre de. Alors, j'ai mis certification, ça aurait pu être autre chose, mais c'est pour illustrer parfaitement les dimensions, parce que historiquement, on avait des certifications très énergétiques, HQE, LEED, BREEAM, et de plus en plus, on en a des certifications qui intègrent le vivant, comme Biodiversity, Osmose sur la partie qualité de vie, WELL. Enfin, voilà, on sent que ces certifications poussent aussi beaucoup l'immobilier vers le haut. Avec des défauts bien évidemment, mais avec cette dimension qui n'est plus uniquement énergétique. Et là, on va en reparler, mais il y a un sujet d'intégration qualitative, hein, de nos notions de mobilité. Et puis, j'ai voulu aussi illustrer d'autres enjeux de la mobilité sur l'immobilier ou d'autres choses très factuelles. Mais bon, là, on a à gauche, par exemple, les prix de l'immobilier qui avaient pris près de 40% en 5 ans sur des villes comme Bordeaux ou Rennes, avec l'arrivée du TGV. À droite, vous avez près de l'autoroute, c'est la 6, où finalement, il y a des immeubles qui ont permis et qui permettent aujourd'hui de faire rempart pour le bruit et la pollution. Et puis derrière ce grand bâtiment, vous pouvez voir quand vous irez peut-être en vacances, là, il y a en fait des quartiers qui ont été rénovés. Et donc, les bâtiments ne servent plus qu'à loger, mais ont de plus en plus d'autres fonctions. Et on est avec cette actualité, hein, canicule aussi, en train de se poser la question de savoir comment ce bâtiment doit mieux accepter les fortes périodes de chaleur, avec par exemple l'intégration du blanc pour l'effet albédo, par exemple. Les contraintes sont de plus en plus fortes, de toute manière, sur les sujets de la mobilité et en lien avec l'immobilier. On a pris là trois cas. Le plan local d'urbanisme, de plus en plus, finalement, quand vous avez des nouveautés, des nouveaux quartiers, des nouveaux immeubles ou des rénovations, vous avez un quota, finalement, si je simplifie les PLU. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour la mobilité, c'est un quota de places de parking dans un immeuble, tout simplement, qui réduit. Donc, quand vous avez un immeuble neuf aujourd'hui, à Paris, par exemple, ou à Lyon, vous avez 3, 4, 5 fois moins de place que quand il avait été construit il y a 20 ans. Vous avez les zones à faible émission, qui aussi sont les zones là, qui contraignent fortement l'accès au centre-ville, donc avec interdiction ou vraiment des vitesses limitées à 20, 30 km/h. En fait, près d'un Français sur deux va être concerné d'ici 2025. Donc, on est vraiment sur, on va dire, une réglementation qui va être assez contraignante finalement, mais qui est en même temps une super opportunité pour changer, on va dire,
la vie des centres-villes. Et puis, il y a l'interdiction, vous l'avez vu, hein, l'interdiction des véhicules thermiques qui a été votée alors, par l'Assemblée nationale il y a quelques déjà mois et puis par l'Europe là récemment. C'est pour ça qu'on en a reparlé. Donc voilà. J'ai voulu rapidement remettre des décrets et des cadres réglementaires sur le sujet des border charges parce que c'est un échange qu'on a quotidiennement avec les employeurs avec lesquels on travaille sur comment les mettre, où les mettre, les quotas. Bon, donc tout ça, je ne vais pas vous lister les lois, mais vous avez des réglementations qui, de toute manière, imposent. Donc, à minima, il faut s'appuyer dessus. Et puis, pareil pour le stationnement vélo. Donc, on voit qu'on a une transition là de plus en plus sur des parkings classiques à des parkings qui vont rendre un service, la recharge, ou qui vont être mutés vers des stationnements pour d'autres modes de transport comme le vélo. Voilà, c'était simplement pour bien réillustrer le cadre. Je te laisse la main maintenant, Jean-Baptiste, sur immobilier et vélo, les défis à relever. Merci beaucoup, Timothée. La deuxième partie, effectivement, c'est de se rendre compte qu'il y a quand même certains problèmes inhérents, en tout cas de nous qu'on voit sur notre fenêtre à 4MT et Codev. Et l'idée, c'est de balayer quelques-uns de ces problèmes-là. Alors, on les a pas tous mis, ça a pris beaucoup de temps, hélas. Entrer en partie sur ces problèmes, mais effectivement, on a pu, vu le temps qui nous est limité, s'intéresser qu'à certains de ces problèmes-là. Un des premiers qu'on voit chez nous, alors qui est un problème oui et non, vous êtes tous conscients, il y a beaucoup de gens qui demandent de plus en plus de vélo. Vouloir faire du vélo, la pandémie a quand même aidé aussi là-dessus. On voit aujourd'hui effectivement tout ce contexte-là qui favorise l'usage du vélo. La problématique, c'est ce qui ne suit pas, c'est où est-ce qu'on garde nos vélos. J'ai mis à droite une photo, c'est chez moi, c'est le local vélo. Alors il y a des poussettes, il y a des trucs là, ça a été un peu pré-nettoyé pour la photo, mais d'habitude on peut même pas avancer plus que ça. Et en fait, on se rend compte que ces problématiques-là, on les retrouve quasiment dans tous les bâtiments, avec la difficulté pour les gens de ne pouvoir garer leur vélo chez eux, alors que c'est quand même un des souhaits principaux. Donc ça suppose effectivement des nouveaux vélos qui vont être mis en location, ça suppose des places de vélo en extérieur, mais c'est pas non plus la panacée. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les enjeux, les envies des gens, des communautés, de l'État de pousser le vélo ne sont pas suivis des faits sur la partie où est-ce qu'on se gare. Donc ça, c'est un des premiers points qui est problématique pour beaucoup de Français qui ne vont pas prendre de vélo parce qu'ils ne savent pas où se garer aussi bien au travail que chez eux. Un autre sujet aussi qu'on a pu voir, c'est que le local vélo est conçu comme une contrainte aujourd'hui par les architectes, par ceux qui construisent des bâtiments. Et c'est vraiment des bâtiments, un des locaux qui est construit vraiment à la fin. On met le local poubelle et puis à la fin on se pose la question: ah oui, c'est vrai qu'il y a un local vélo à mettre, bon ben qu'est-ce qu'il nous reste comme place, est-ce qu'on rentre dans les critères qui nous sont demandés? Là je vous ai mis un petit plan facile, hein. On voit l'entrée sur le parvis extérieur qui est donc en bas à droite, qui arrive dans le hall commun. Et ben dans le hall commun, vous avez tout de suite l'entrée au local poubelle, donc j'ai 2 portes à ouvrir, vous pouvez passer avec votre poubelle. Par contre, pour accéder au local vélo, vous avez une première porte qui amène à gauche vers le dégagement et puis une deuxième porte qui amène au local vélo. Si vous avez déjà pris le vélo, passer 2 portes comme ça avec votre vélo, c'est quand même assez complexe. Voilà, donc on voit bien, et ça c'est des choses qu'on retrouve assez souvent sur des problématiques d'accès à votre local à vélo, et je parle même pas des accès qui sont des fois sur des sous-sols avec des pentes assez difficiles. Donc il y a vraiment une problématique de... Oui, J'ai une petite anecdote, désolé de te couper, mais j'ai oui, oui, je été t'en prie. contacté là, il y a quelques semaines par justement un promoteur immobilier qui nous illustrait effectivement la volonté de l'architecte d'intégrer le sujet du vélo, puisque du coup, maintenant, les architectes effectivement ont bien compris cette intégration du vélo. Avec première possibilité, mettre les vélos sur les terrasses. Et donc, tous les appartements avec une petite terrasse et une zone sur la terrasse dédiée au vélo. Donc, quand on a échangé, on a bien compris on a bien fait comprendre que de prendre son vélo, de l'amener dans l'appartement, de l'amener sur la terrasse, l'amener en étage, dans les ascenseurs, c'était pas forcément la meilleure option. Mais c'est Deuxième, ce que font beaucoup de gens de toute façon. ouais, exactement. Deuxième option, chaque étage avec son petit local à vélo. Donc là, il y avait la question de la cohabitation dans l'ascenseur. Donc, réponse du promoteur, augmenter la taille de l'ascenseur. Et puis, troisième possibilité qui était tout simplement de mettre un local en bas ou dehors, mais qui était du coup trop coûteux. Voilà l'illustration parfaite des enjeux de difficultés d'urbanisme, enfin d'aménagement immobilier. Pardon. Hein. Merci Solène de renchérir avec, avec le fait que votre vélo sont dans votre cuisine. Je pense que vous aurez tous quelques anecdotes croustillantes là-dessus.
Voilà, effectivement, on se rend compte que c'est pas la panacée aujourd'hui, c'est un manque de place, c'est une envie des gens d'avoir leur vélo, idéalement dans un endroit relativement accessible. Voilà, donc ça, c'est un des points, nous, qui est énorme et qui est en train de se régler, enfin, qui est en train de se régler. Il y a une prise de conscience, en tout cas, des architectes, des designers, et des investisseurs. Un autre point aussi que nous, on a pu voir, c'est que, on a aujourd'hui un écosystème de la mobilité, qui se monte, mais qui est dans difficulté de discussion avec ceux qui investissent dans les bâtiments. Vous avez des investisseurs fonciers qui sont quand même des boîtes assez importantes, qui ont des réflexions à plusieurs années, sur des réflexions, avec quand même des montants assez importants à faire vivre. Et en face, on a des collectivités mairies qui n'ont pas du tout le même mode de réflexion, la même temporalité. On a des associations autour du vélo. Il y en a plusieurs centaines, notamment sous la FUB, qui ont aussi une réflexion en termes associatifs. On a des jeunes pousses, des jeunes sociétés qui sont lancées dans le vélo, et de plus en plus, et qui ont aussi une réflexion, alors peut-être un peu plus business, mais qui n'ont pas une visibilité de temporalité en plusieurs années. Et donc effectivement, on a une difficulté de connexion de ces deux mondes-là, qui fait qu'aujourd'hui, c'est difficile, un, pour un investisseur d'avoir la visibilité sur toutes les solutions, et deux, pour ces différentes structures de se coordonner ensemble. Là, je pourrais aussi vous demander des anecdotes, je pense qu'on aurait aussi certaines croustillantes. Un quatrième problème que nous, on a vu et qui est assez bloquant, on va dire. Vous savez très bien que l'argent est quand même un point important, notamment quand vous êtes une boîte financière, que vous devez gérer plusieurs centaines de millions ou de milliards pour des bâtiments. Lorsque vous avez tout votre business model, en tout cas sur les parkings, qui a été conçu autour de la voiture, avec une compréhension de la rentabilité de la vente ou de la location de ces parkings voitures. Lorsqu'on vous demande de mettre des places de parking, vous le voyez plutôt comme une contrainte financière, c'est-à-dire qu'il y a des investissements à faire, et sur lesquels vous n'avez pas de rentabilité derrière, puisque vous allez perdre des places de parking souvent, que vous saviez financer, et vous allez mettre des places de vélo que vous ne savez pas financer aujourd'hui, que vous ne savez pas forcément bien construire non plus, bien optimiser tout ça, et donc finalement ça dégrade la rentabilité de vos bâtiments. Et donc ça aussi, c'est un sujet, tant qu'on ne change pas en fait cette écriture de ces business models-là, on est effectivement sur des, des freins à l'adoption massive de la transition active dans la conception des bâtiments. Ça, c'était pour résumer quelques problèmes qu'on estime importants. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Voilà, on s'est limité un peu sur ces 4 points-là. Je te relaisse la main, Timothée, pour commencer à parler de quelques solutions, quelques bonnes pratiques, et après je reprendrai la main dans quelques slides. Ouais, merci. Alors, on laissera place aux questions-réponses et aux échanges sur la fin. Là, l'idée, c'était de balayer quand même les grandes tendances autour des solutions et des bonnes pratiques qu'on a pu constater, qu'on peut adresser. Alors là, on a mis un certain nombre de points qui nous paraissaient quand même des points importants à avoir en tête. Et le point numéro 1, c'est faire le pari du moins, plutôt que de mieux ou du différent, effectivement, parce que dans l'immobilier, on voit souvent, et tu l'as bien illustré là sur le sujet de la rentabilité liée au parking, où on en veut toujours plus. L'immobilier est un monde, comme beaucoup, qui cherche une rentabilité sur la durée et une bonne rentabilité, quoi. Enfin, en gros, quand vous discutez avec des gestionnaires d'actifs, vous comprenez bien que leur métier, c'est pas forcément finalement de gérer si bien que ça des actifs, c'est plutôt de gérer une rentabilité au mètre carré. Du coup, il faut quand même accepter de vouloir moins et aussi de peut-être avoir moins de personnes à des moments, moins de déplacements, moins de taux d'occupation. Alors, quand on disait ça avant Covid, ça faisait beaucoup sourire. Maintenant, le sujet de l'occupation, par exemple, est assez clair. Et la grande illustration de cette tendance-là qui arrive, c'est les grands campus qu'on avait, qui étaient toujours plus en banlieue, ou en tout cas dans les zones, on va dire, un peu excentrées. Et là, on voit que les gros sièges sociaux des très grandes entreprises du CAC 40, pour certains, se recentrent dans vraiment les quartiers les plus chics, avec des plus petites surfaces. Donc là, on commence à réentendre ce sujet du moins. Le deuxième point qu'il faut avoir en tête, à notre sens, c'est d'augmenter l'immeuble. Alors, quand je dis augmenter l'immeuble, c'est par exemple surélever et ou augmenter à l'intérieur l'usage et des services. Donc,
bon, on en discute avec des promoteurs, mais accepter peut-être que dans un immeuble d'habitation, on ait des zones qui soient des zones pour les vélos, on l'a dit, mais aussi peut-être pour le télétravail ou pour d'autres types d'activités. Ça pourrait être, je ne sais pas, je vais vous dire des choses d'actualité, mais on pourrait avoir des zones froides au parking ou fraîches, par exemple, hein, des salles de repos sans ondes et beaucoup plus fraîches, ce qui n'est pas du tout aujourd'hui imaginé ni pensé, alors que peut-être que dans 10, 20 ans, 30 ans, ça sera assez évident d'avoir ces zones dans les souterrains pendant ces périodes caniculaires. On serait peut-être tous contents d'avoir des zones sans ondes et fraîches, je ne sais pas. Réinventer nos parkings, donc nos très chers parkings, donc ça a été dit, hein, mais c'est sûr qu'on le voit un tout petit peu dans certains centres commerciaux ou d'autres où on voit il y a la zone lavage, la zone bon, avec certaines places particulières, etc. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Quatrième point qui est aussi important, c'est penser que le véhicule électrique ou tout type de nouveau véhicule d'ailleurs qu'on amène est un équipement du bâtiment. On n'est pas simplement on change le véhicule et c'est tout. Enfin, c'est un équipement du bâtiment, au même titre que la gestion du chauffage, de la clim, etc. Donc, il faut l'intégrer dans le raisonnement, il faut l'intégrer dans son fonctionnement, puisque du coup, c'est pas si anodin que ça, en fait, hein, de voir changer les usages dans les bâtiments. C'est les infrastructures, et on le sait bien, par exemple, sur l'électrique, avec les enjeux de smart grid ou les enjeux énergétiques aux heures de pointe et des charges, par exemple, associées. En tout cas, la tension associée à la forte énergie nécessaire en un court temps. Trouver un nouvel équilibre entre les métropoles et les villes moyennes. Donc, ça devient essentiel aussi de réétaler finalement les beaux immeubles et de rééquilibrer de décentraliser. Hein, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on nous parle de politique de décentralisation, mais là, je pense qu'on arrive vraiment à un point de rupture où on est obligé de l'accepter, et la tendance d'ailleurs immobilière le démontre aussi. Point numéro 6, comprendre les étapes de changement de comportement, intégrer les nouvelles pratiques. Alors, j'ai mis un exemple sur les accompagnements avec les nudges, mais globalement, ça, c'est un point qui est quand même essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'accepte pas d'avoir des zones de turbulence. Forcément, quand on va passer, et on l'a vécu en déconfinement, quand on passe d'une période où on est pendant 2 mois presque tous confinés à on se déconfine et on change nos habitudes drastiquement, comme on va dire désaffection des transports en commun sur une certaine période, et puis usage de la voiture plus intensif et du vélo, il faut que l'urbanisme évolue. Donc, on a appelé ça l'urbanisme tactique, les nouveaux aménagements des pistes cyclables, etc. Et on se plaint assez rapidement. Pourquoi ? Parce qu'on ne comprend pas vraiment comment on change, comment on a des nouveaux usages, et puis on n'accepte pas non plus les faire évoluer dans le temps. En gros, on a quand même cette situation où on veut que les politiques publiques, les mairies claquent des doigts et du jour au lendemain, tout soit adapté. Et implanter les bons outils. Alors, les bons outils, c'est le matériel, c'est les infrastructures, c'est les équipements. On a vu trop souvent dans des abris, on va dire, à vélo, des aménagements pas du tout adaptés. Quand je dis pas adaptés, c'est avec des épaisseurs, par exemple, pour ranger sa roue pas assez large pour les pneus des vélos assistance électrique, par exemple, ou avec des fixations qui ne sont pas au bon endroit, ou on va dire tout simplement pas bien pensées. J'ai une petite anecdote qui est vraiment qui peut paraître assez ridicule, mais je ne sais pas si vous avez vu la rue de Vaugirard la semaine dernière, il y a un bus qui est rentré dans un magasin, donc situation dramatique. Bon, heureusement pas de mort, mais quelques blessés quand même. Et donc voilà, donc le car est rentré dans un magasin. Et je ne citerai pas la personne, mais le maire de l'arrondissement concerné a dit tout de suite, effectivement, c'est scandaleux. Il faut savoir pourquoi et comment finalement ce bus c'est mis là dans ce magasin. Alors, avec première supposition, à chaud, hein, bien évidemment, problème technique. Deuxième situation probable, le comportement, le conducteur pas responsable ou a fait des bêtises. Et troisième hypothèse, les aménagements des pistes cyclables forcent l'écart à finalement tourner différemment, et c'est ce qui est dangereux et a pu provoquer. Donc, je me suis rendu bien évidemment sur place, parce qu'on est à 2 pas, et vous voyez que la piste cyclable finalement protège le magasin et protège, on va dire les piétons même, puisque du coup, ça aurait été dans l'autre sens, ça aurait été recevable, mais là, c'est complètement irrecevable. Mais bon, voilà, on voit bien que même les politiques publiques ou certains, effectivement, maires profitent de ces situations pour aller décrier un certain nombre d'usages qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Et là, on est plutôt dans les débats bas étage de politique pour critiquer
certaines politiques qui sont à l'encontre des leurs. Mais voilà. Mais donc, on voit bien que ça cristallise beaucoup de choses. C'est une anecdote assez ridicule, mais on voit bien que ça cristallise beaucoup de choses, puisqu'on a du mal à comprendre les nouvelles pratiques, et quand on ne les comprend pas, c'est comme plein de phénomènes, on critique, on en a peur, plutôt que d'essayer de les accepter. Et ça, c'est un point important, parce qu'on est dans cette période, il va falloir changer plein de choses, donc il va falloir accepter, on va dire, faire plein d'erreurs, mais c'est pas grave, on va s'améliorer. Sur les changements de comportement, donc je reviens dessus, parce que c'est un des gros sujets quand même qui nous concerne, hein, tous, en tout cas Ecodev et AKTMT dans ces accompagnements aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la contrainte, et ça, on la connaît bien, avec la surveillance, les lois, etc. Donc, c'est soit une contrainte, on est obligé de, je suis confiné, ou la loi m'impose. Ça on comprend très bien. Dans les entreprises, les récompenses, les punitions, c'est un peu plus compliqué. L'éducation, on a aussi un peu plus de mal, et la persuasion augmentée, qui est en gros la bonne conviction d'aller expliquer pourquoi c'est rationnel et c'est pas uniquement une lubie d'écolo convaincu. Là, on a un peu plus de mal. Et donc, il faut comprendre que dans les conduites de changement ou les changements de comportement, c'est l'analyse qui construit l'action. En gros, c'est la vision qui conditionne le comportement. Si vous avez une vision positive à moyen et long terme des sujets, vous allez accepter un certain nombre de passages. Si vous voyez tout de suite la contrainte, bien évidemment, c'est compliqué d'accepter le changement. Et d'ailleurs, tu pourras venir dessus, Jean-Baptiste, parce que je sais que tu es aussi expert de la thématique, mais on voit bien que les docteurs en psychologie sociale vous disent, si vous n'avez pas 3, 4, 5 points positifs dans votre tête, vous ne changez pas. Donc, si on nous dit faut le faire parce qu'on est contraint, forcément, ça marche moins bien. Mais bon, on sait que la contrainte, quand même, marche aussi. Donc, après, l'idée, c'est d'avoir un savant équilibre, ou un doux équilibre, on va dire, entre toutes ces démarches, en tout cas dans les accompagnements politiques. Et pour y arriver, on pense que c'est essentiel d'avoir, dans un premier temps, des analyses quantitatives, qualitatives, d'étudier le potentiel. En gros, comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que moi, je suis assez étonné au quotidien de constater finalement que les politiques des enjeux de mobilité durable en lien à des gros campus, beaucoup de DRH ou beaucoup de directions n'ont même pas finalement la part modale précise ou les usages des collaborateurs. Donc, c'est très compliqué de se dire qu'on va amener des infrastructures, des évolutions de comportement et des services ou on va dire, accompagnement de manière générale politique de mobilité durable, sans avoir un état des lieux extrêmement bien, on va dire, sourcé, justifié, argumenté, pour pouvoir justement travailler sur le plan d'action. Donc ça, c'est un point essentiel. Donc sur la partie solutions et actions concrètes, je pense qu'un des points à retenir aussi, c'est que si on veut faire changer les comportements, faut déjà comprendre d'où on part et quel est le potentiel associé. Je te laisse présenter l'initiative que tu portes. Merci beaucoup, Timothée, pour avoir présenté un peu ces pistes. Nous, ce qu'on a mis en place au niveau d'A4MT, alors comme je l'ai expliqué, c'est des grands programmes qui embarquent plusieurs entreprises. Donc sur cette problématique de la mobilité douce, on a lancé en initiative avec ICAD et OnePoint la Bicycle Initiative, aka le booster du vélo. L'idée, c'est des investisseurs immobiliers qui souhaitent promouvoir l'écosystème du vélo et qui s'engagent du coup dans la conception de leur nouveau bâtiment ou de la rénovation de leur bâtiment à accorder une plus grande place au vélo. Alors, ils ont compris aussi que le sens de l'histoire va dans ce sens-là, et tant mieux, mais ils ont aussi compris qu'ils sont dans une place, dans un écosystème des investisseurs immobiliers qui a besoin d'être de novateurs, qui a besoin de sociétés qui s'engagent et qui testent un peu les différentes solutions pour aller plus rapidement vers la transition. Et donc, nous ont rejoint, en plus d'ICAD, Nexity, Groupe Réo, Invesco, BNP Real Estate qui nous a confirmé il y a quelques semaines qu'ils nous rejoignaient. Et l'idée, c'est d'embarquer tous ces investisseurs immobiliers dans l'engagement autour du vélo. Ces engagements, ils apportent des solutions, ils sont vraiment pratico-pratiques par rapport à des problématiques qu'on a pu voir dans la partie 2. Je vous donne un petit peu des exemples là-dessus. Donc, le premier sujet, c'était de dire, effectivement, nos architectes ne connaissent pas les enjeux vélo. Et donc, effectivement, la conception d'un local est vue comme une contrainte. Et on a besoin, de les former aux enjeux vélo, mais aussi de comprendre un peu d'où est-ce qu'ils partent, où est-ce qu'ils vont, et de leur donner un peu ce kit méthodologique, ce guide pour mieux construire demain les vélos. Donc ça,
Ça a été une solution qui a été construite entre ICAD et OnePoint pendant 2 ans, pendant 1 an et demi sur une quinzaine de bâtiments, pour tester un peu qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire, qu'est-ce qu'on voulait plus voir, qu'est-ce qu'on voulait voir, et vraiment se mettre à la place des utilisateurs, des vélo-taffeurs par rapport aux nouveaux bâtiments. Et donc là, aujourd'hui, les premiers bâtiments refaits dans ces cadres-là sortent de terre. On va sortir donc le premier pour la semaine de la mobilité sur la Défense. Et donc l'idée, c'est que vraiment ce kit méthodologique serve de référence au niveau de toutes ces foncières et de tous ces architectes pour construire des vrais locaux à vélo. C'est un kit qui vit, c'est-à-dire que il a été conçu dans une logique tertiaire grâce à ICAD. Nexity qui arrive, qui a une vision plutôt résidentielle, va pouvoir tester, améliorer, spécialiser ce kit-là. On a d'autres, au fur et à mesure que d'autres foncières nous rejoignent, mais ils ont tous un parcours un peu différent et puis un positionnement un peu différent. Et donc ça permet de rendre ce référentiel de plus en plus robuste, de plus en plus spécialisé sur toutes les problématiques en jeu qu'on y a pu avoir. Et puis on va aussi jusqu'à un catalogue de fournisseurs et de services pour, et ce sera le point avec un autre point tout à l'heure, pour vraiment mettre en avant certaines solutions qu'on trouve intéressantes et qui n'auraient pas la visibilité qu'il y a auprès de clients aussi prestigieux que ces foncières. Un deuxième sujet, ça a été de dire, il y a un engagement fort auprès de ces foncières pour augmenter drastiquement le nombre de places. Et donc c'est vrai que c'est un choix politique fort de leur part, de dire dans les locaux qu'on va reconstruire, ben, on sait qu'on a une obligation en termes de PLU, mais on sait surtout qu'il va y avoir des contraintes très fortes qui vont arriver demain. Et du coup, on va plus loin que ce qui est demandé. Et en tout cas, on a cette réflexion beaucoup plus en amont que on vise 2024 ou 2025. Parce qu'on va estimer que dans tel endroit, on pourra demain mettre des places à vélo. Et donc, on estime déjà que dans la conception du bâtiment, on a prévu demain de pouvoir étendre la place du vélo. Voilà. Et donc, on se retrouve avec des résultats qui sont quand même assez hallucinants sur certains bâtiments qui ont été repris dans le cadre du référentiel Bicycle, avec 3 fois plus de places vélo et sous 4 fois plus de places dédiées à la mobilité douce. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des places de vélo, mais aussi des places de trottinette, des places pour des vélos cargo, des places pour des ateliers de réparation de vélo, des places pour de la formation, des places pour des douches, des places pour des casiers. Et donc, une vraie réflexion d'un local à vélo, pas juste un endroit où je pose mon vélo, mais un endroit vraiment qui sert de hub de mobilité douce au quotidien. Un autre point qu'on avait vu, qui était la difficulté de compréhension, en tout cas de conception entre, d'un côté d'associations, de l'autre des jeunes sociétés, de l'autre des collectivités, et puis en face des investisseurs qui n'ont pas du tout le même mode de réflexion et la même temporalité. Effectivement, dans le cadre de la Bicycle Initiative, on fait nous tout un travail en amont de référencer et faire connaître les solutions des makers. Donc ça peut être aussi bien des fabricants, des loueurs, des gens qui font du mobilier autour du vélo, que de la formation, que des associations, que des réparateurs. Donc, tout ce monde-là en fait qui vit autour du vélo, pour qu'en fait demain les foncières aient des solutions clés en main, et de se dire bah voilà, demain, je cherche une société qui pourrait venir faire de la réparation une fois par semaine sur une tour à la Défense. On vous met le local en place. Bah, voici en fait quelles sont les sociétés qui font ça. Et du coup, pour leur proposer en fait des solutions assez innovantes, et pas qu'ils aient ce travail eux à faire, parce qu'on sait très bien que c'est pas forcément leur spécialité. Donc l'idée, c'est vraiment de donner une plateforme de visibilité à tous ces makers pour les foncières. Les aider à ce qu'ils se comprennent, les aider à ce qu'ils contractualisent ensemble. Alors, je ne vais pas dire organiser la place de marché, on n'est pas là sur une place de marché, mais c'est vraiment effectivement simplifier et mieux faire connaître tout ça. Et puis, les foncières qui viennent les investisseurs qui viennent dans la Bicycle Initiative s'engagent sur des volumes. Ils disent, bah voilà, moi cette année, je vais m'engager sur 3, 4, 10, 15, 30 rénovations ou constructions de locaux à vélo. Et en fait, au fur et à mesure, tous ensemble, on essaie de viser un millier de locaux à vélo rénovés, ou en tout cas mis à bon niveau de service attendu par les cyclistes d'ici 2030. Un autre point qu'on avait vu qui était effectivement de se dire la réflexion, enfin la construction du modèle économique autour du tout voiture, comment on change cela?
c'est du coup un groupe de travail qu'on a lancé dans le cadre de la Bicycle Initiative pour se dire, il faut, il faut aider à repérer ce qui se passe, les bonnes idées, les expérimentations qui ont été réussies pour que on puisse changer ce modèle économique-là. Donc on cherche un peu dans toutes les possibilités, aussi bien sur aider à construire ou rénover les locaux à vélo, avec les différentes aides qu'on peut avoir localement ou nationalement. Il y a une partie avec les C2E, notamment avec le label OEPV de la FUB, que je remercie. Je pense que j'ai vu quelqu'un de la FUB dans la liste des gens qui sont là. Le fait d'ajouter des services autour de la mobilité, de proposer aux gens qui utilisent les locaux d'avoir des créneaux de réparation, des gens qui viennent pour réparer leur vélo, d'avoir des formations de remise à niveau. Je pense que tout le monde sait faire du vélo, mais on a tous appris quand on était jeune. C'est pas la même chose de conduire un vélo quand on a 10 ans qu'aujourd'hui dans un centre-ville avec des voitures autour. Et on le voit bien tous les jours quand vous prenez le vélo avec certains comportements qui peuvent être à risque. C'est la réflexion sur des places de vélo premium. Aujourd'hui, vous avez acheté un vélo électrique à 1 500 €. Est-ce que c'est pour le laisser à la vue de tous? On sait bien les problématiques de vol qu'il y a. Donc, il y a une réflexion autour des sécurisations et est-ce que cette sécurisation n'a pas une certaine valeur pour une tranquillité d'esprit? Il y a aussi tout ce qui est la mise à disposition de solutions de vélo, autour des trottinettes, des vélos, tout ce qui est, tout ce qui est véhicule électrique dans la mobilité douce et la mobilité active. Voilà, donc pourquoi un bâtiment ne serait pas avec un gros bâtiment, assez suffisamment gros pour porter et supporter ce genre de service, au niveau de votre conciergerie, par exemple. Il y a une réflexion d'ouvrir les locaux aux visiteurs, aux extérieurs. C'est souvent assez difficile. On voit souvent, une première réaction qui est de dire: «Non, non, mais c'est pour les gens en interne», mais il y a des besoins aussi, de visiteurs, par exemple sur des locaux tertiaires, mais aussi sur des extérieurs, des gens qui n'habitent pas dans le bâtiment, mais qui voudraient, parce qu'ils n'ont pas de place forcément chez eux, pouvoir laisser leur vélo, dans des locaux à vélo qui sont à un très bon niveau. Et puis de façon générale, pourquoi on veut changer ces modèles économiques? Parce qu'on sait que la contrainte va être de plus en plus forte. On la voit aussi bien sur les appels d'offres avec aujourd'hui des directions immobilières qui demandent dans les premières lignes des appels d'offres que les locaux à vélo, les locaux de mobilité soient mieux conçus. On les voit sur les demandes des résidents pour qu'effectivement ils sachent où mettre leur locaux à vélo et non plus devoir le mettre dans la cuisine ou sur leur petit balcon. On le voit aussi sur les contraintes en termes de PLU, en termes de ZFE, en termes de sobriété demain qui va nous être imposée. Effectivement, la place du vélo va devoir prendre une place de plus en plus importante. Certaines foncières l'ont compris et du coup, elles sont en train de nous rejoindre. D'autres l'ont pas encore compris et on espère qu'effectivement, ça fera boule de neige auprès de toutes là-dessus. L'idée vraiment, du coup, c'est de faire vivre, pour résumer Bicycle, c'est de faire vivre, c'est de faire vivre un écosystème de la mobilité avec des sociétés, des foncières qui construisent des bâtiments et qui s'engagent du coup à aider cet écosystème à émerger beaucoup plus rapidement. Donc un booster de l'écosystème, booster du vélo, la Bicycle Initiative. Je vous remercie beaucoup. Je repasse la main à Thomas peut-être, Timothée. Ouais, alors je vais reprendre la main pour les questions-réponses et Thomas finira. Mais effectivement, et anticiper les contraintes. De toute manière, les contraintes, c'est pas que d'insulter l'avenir, que de dire que demain, ça va être un petit peu plus compliqué sur plein d'enjeux. Donc, bon, il faut mieux le prendre en compte dans notre équation et l'intégrer plutôt que ça nous tombe dessus. Alors, on a quand même pas mal de questions-réponses qu'on va essayer de balayer. Alors, quand on parle de vélo, juste peut-être pour ça clarifiera un point, mais on parle bien évidemment pas que du vélo. Alors, le vélo illustre parfaitement ces changements de comportement ou en tout cas cette volonté de transition écologique. De toute manière, il y a des plans nationaux sur le sujet avec des parts modales qui doivent augmenter. Mais on intègre bien évidemment le raisonnement de tout ce qui est trottinette électrique, vélo classique, vélo électrique, gyropode, éventuellement marche à pied. Enfin, on va dire on pourrait parler plutôt de mobilité active ou mobilité douce que uniquement de vélo. Mais comme c'est souvent le mode de transport phare de cette nouvelle alternative, je cite par exemple les chiffres qu'on a liés au baromètre forfait mobilité durable. C'est 93% finalement des premiers à bénéficier des forfaits mobilité durable qui sont en pratique et en usage du vélo. Donc, c'est prédominant. Alors, les questions. Je te propose, Jean-Baptiste, de traiter comme on peut. Quid des partenariats avec les bailleurs sociaux?
Bon, c'est une question très large. Alors, on est en discussion, nous, avec l'UNIS, l'Union des bailleurs sociaux, enfin des syndics de propriété. ICAD fait aussi un peu de social. On essaye aussi d'apporter ces gens. Alors, ils sont pas encore dans l'initiative. On discute avec beaucoup de monde. Et effectivement, c'est des sujets aussi qui sont importants pour eux, notamment dans le fait que des gens qui vivent dans les logements sociaux sont des gens qui vont être les premiers victimes, on va dire, d'être forcés à faire de la sobriété. Et donc, la place de vélo va devenir très importante aussi pour eux. Pour l'instant, on ne sent pas les bailleurs sociaux très sensibles à ce sujet-là. Ok. Non, je confirme. On a une question autour de. C'est plutôt un constat, mais en arrivant à Strasbourg, j'ai constaté face à la gare une masse de vélos garés. Pourriez-vous nous éclairer sur ce qui a été fait en matière de politique publique? Entre parenthèses, même si on a compris qu'elle ne faisait pas tout, dans les villes où les usages du vélo ont fortement augmenté. Alors, je peux prendre une partie de la réponse, mais effectivement, à Strasbourg, c'est à peu près 40% d'usage du vélo, de part modale du vélo dans le centre-ville, là où à Paris, on est allé entre 10 et 15 en fonction des sources, voire un peu plus à des moments, et en moyenne en France, c'est à peu près à 3%. Ce qui est intéressant, c'est que la part modale finalement du vélo, depuis 10 ans ou 20 ans, n'a pas tant augmenté que ça en moyenne. Il a augmenté fortement dans un certain nombre de pratiques, trajet domicile-travail. Mais quand on prend la part modale, les 40%, c'est tout type de trajet. C'est aussi pour aller chercher sa baguette, ses enfants, etc. Donc derrière ces chiffres, c'est toujours compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait que des villes comme Strasbourg, Grenoble ou d'autres ont mis en place des politiques très incitatives, et à la fois liées aux infrastructures, interdiction de véhicules thermiques dans les centres-villes. Enfin voilà, il y a à la fois la sécurisation, les aménagements, les infrastructures, et puis on va dire la mise à disposition d'espaces publics dédiés à ces pratiques au détriment de la voiture thermique, si je simplifie. Voilà, c'est peut-être les 3 éléments. Je ne sais pas si tu veux compléter. Je pourrais compléter dans le sens où, si on parle de politique publique, l'État, il a imposé aux collectivités une transition, on va dire à marche forcée, en imposant des voies cyclables, en imposant différentes choses. Ce qu'on voit nous, c'est que des gros acteurs semi-publics ou semi-privés, comme la SNCF par exemple, a compris son rôle d'organisateur de l'espace et des mobilités, et donc réfléchissent plutôt en mode hub, c'est-à-dire effectivement en sortie de gare, j'ai de la location vélo, j'ai pouvoir me garer pour mon vélo et pouvoir faire que le vélo n'est plus réservé à des bobos dans leur centre-ville, mais que quelqu'un qui vit en province va prendre le train pour aller travailler, et une fois qu'il est arrivé sur place, a un vélo, ou même il est arrivé à sa gare de chez lui en vélo. Donc ça, c'est vraiment des réflexions qui sont assez poussées. Nous, en discussion avec de FIT, avec la SNCF, avec la Poste, avec ces gros employeurs-là qui ont pris conscience en fait de leur rôle social par rapport à ça. Après, de toute manière, il y a un sujet de courage politique. Si vous prenez des villes comme Valence en Espagne, prenez Copenhague au Danemark ou d'autres, ont eu des maires il y a quelques années qui sont arrivés avec cette volonté d'inciter et de financer des infrastructures. Prenez Valence, j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a eu un fois 6, je crois, en usage du vélo en quelques années, juste sous la tutelle d'un maire, parce qu'il a mis en place des infrastructures, il a mis en place des aménagements qui coûtent d'ailleurs moins cher structure de transport en commun et ou pour la voiture. Donc, de toute manière, ça reste des investissements quand même plus légers. Et l'exemple, c'est Copenhague où ils ont décidé à un moment donné de mettre des autoroutes de vélo avec des infrastructures béton pour pouvoir passer au-dessus, en dessous de certaines routes. Et donc ça, c'est du ressort des politiques publiques. Autre question, il y en a où on va faire oui ou non ou très rapide, parce que sinon on ne traitera pas tout. Les salariés travaillent. Ouais. Les salariés travaillent dans les ZFE, ont-ils droit à des accompagnements financiers spécifiques pour s'adapter aux réglementations? Oui et non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez quand même beaucoup de financement pour faire des transitions de véhicules thermiques à véhicules électriques, ou il y a même la prime à la casse pour remplacer sa voiture contre du vélo. Enfin voilà, vous avez un certain nombre de financements pour essayer de vous mettre des liens. Après, Il n'y a rien clairement, de spécifique. voilà, Je exactement. suis pas au courant de spécifique. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses, mais pas en tant que tel, à proprement dit, au sujet des ZFE. La question Oui ou suivante est non? pour moi. Ouais. Nicolas Levrel, ce kit méthodo pour Archie concerne-t-il uniquement la construction neuve ou également la rénovation de l'existant? Les deux, effectivement.
Génial. Travaillez-vous également sur les enjeux d'intermodalité entre les espaces ruraux et urbains pour faciliter les mobilités douces d'un endroit à l'autre, point d'interrogation, pardon, car ce sont les habitants des espaces périphériques qui, faute de solutions, viennent congestionner les espaces urbains. Alors nous, en ce qui nous concerne, on répond des marchés publics hein, sur justement les aménagements, stratégies ou en tout cas politiques autour du vélo ou des mobilités durables. Il y a des discontinuités, il y a des incohérences entre les intercos, mais on y travaille. Après, clairement, c'est un sujet là qui nous dépasse un peu, on va dire, à court terme. Mais il y a des plans nationaux qui sont censés y travailler. De notre côté, nous, on y répond indirectement, dans le sens où on va plutôt aider les sociétés qui répondent à ce genre d'appel d'offres, à avoir les bonnes solutions via, effectivement le référentiel qu'on a pu avoir ou via la bonne connaissance de ces trucs-là. On parlait tout à l'heure de la SNCF. Voilà, c'est un acteur, avec qui on discute pas mal là-dessus sur tous ces sujets. Alors, question suivante, mais là, c'est infini, hein. Comment développer la pratique du covoiturage dans son lieu de résidence, en centre-ville ou en dehors des villes? Bon, le sujet du covoiturage, c'est un sujet qui est assez coton. Bah, il y a des applis, hein, sinon, là-dessus après Oui, il y c'est a à l'usage. Il faut que les gens aient envie de tester. Alors nous, là-dessus, on a un programme qui s'appelle C-Cube, alors qui pour l'instant est ouvert qu'aux sociétés. Et en fait, c'est pendant 6 mois, c'est un concours de réduction de CO2 sur votre flotte et le covoiturage est une des solutions préconisées là-dessus. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que d'avoir 6 mois de concours, les gens testaient une solution et pendant 6 mois l'appliquer, puisque c'est ce qui allait leur permettre de gagner. Et on se rend compte qu'au bout de 6 mois d'application d'une solution dans le cadre d'un concours, bah, les gens en fait ont appris à utiliser ça, c'est rentré dans leur quotidien et c'est ancré dans leurs habitudes. Donc voilà, c'est comme ça que nous on le fait, en tout cas aujourd'hui que sur du B2B. On espère faire du B2C d'ici 2 ans. Alors, effectivement, il y a un outil qui est hyper intéressant qui s'appelle la registre de preuve de covoiturage, qui est une registre de preuve tiers de confiance, en fait, pilotée par le ministère directement. En tout cas, c'est registre de preuve.gouv, hein, donc c'est un service d'État pour justement avoir des preuves d'usage pour les dédommagements pour les salariés vis-à-vis de leur employeur. Donc, il y a des outils qui centralisent. Si vous regardez un peu là, les données, c'est open source, vous avez tous les types de trajets partout. Mais je m'appuie sur une enquête qu'on avait déjà travaillée avec Blablacar en 2009 ou 2010, qui démontrait qu'une grande partie des usages du covoiturage étaient clairement liés aux enjeux financiers. Enfin, c'est plus de 90% des gens qui faisaient du covoiturage sur les longues distances pour des raisons financières. Plus l'essence va augmenter, plus les gens vont covoiturer, bien évidemment. Voilà, puis après, ça dépend des cadres. Mais je reprends un chiffre, à peu près 50 à 60% des trajets font moins de 5 km pour aller en voiture seule. Donc, est-ce Très que bien c'est pour le vélo mieux ça. est-ce que c'est mieux de covoiturer pour faire 4-5 km ou de prendre le vélo? On voit bien sur nos enjeux de dépendance aux énergies fossiles qu'on a peut-être mieux à faire. Christian, donc mobilité, on parle de la voiture, du vélo, quid des autres mobilités, scooters, motos, comment les appréhender, conseiller, et quid des autres mobilités, trottinettes, etc. J'ai un peu introduit le sujet, mais oui, l'idée, c'est d'intégrer tous ces nouveaux modes, bien évidemment, avec la difficulté quand même qu'elles ont des usages un peu différents et puis des volumes aussi complètement différents. Je m'appuie sur vous avez la fédération FP2M, qui est la fédération des professionnels des micromobilités, qui montre bien que le sujet des trottinettes est un vrai sujet aussi de mobilité inclusive, parce qu'acheter une trottinette ou une trottinette électrique, c'est moins coûteux qu'un vélo électrique. Et donc, il y a un sujet d'intégration aussi de ces nouveaux modes. Mais on va dire que ça fait déjà extrêmement longtemps qu'on a les vélos sous la main et on a du mal à bien les accepter. Donc, les autres, elles vont suivre, hein. Je ne sais Mmh. pas comment répondre d'autres. Si je Si je peux Vas-y. rajouter un petit point là-dessus, nous sur la côté Bicycle Initiative, on s'est d'abord intéressé au vélo. Après, on est tendu aux trottinettes, vélo électrique, trottinette électrique, vélo cargo. Là, aujourd'hui, la réflexion, elle commence à s'étendre sur la réflexion globale du parking, dans le sens où la partie électrique, la partie scooter, la partie moto, voilà, va demain être intégrée dans une réflexion vraiment globale du parking. Comment je refais mon parking? Voilà, au début, on était plutôt dire comment je pousse du vélo. Maintenant, on est plutôt dire qu'est-ce qu'il faut que je réduise, comment il faut que je réduise, comment il faut que j'augmente, telle part et ainsi de suite. Et qu'est-ce que je me donne comme liberté de pouvoir remodifier tout cela au fur et à mesure des évolutions futures. Très bien. Les collectivités mairies imposent leurs objectifs de mobilité bien avant que de les transcrire dans les PLU. Oui, mais en l'absence de règles au PLU ou de règles nationales, certains promoteurs définissent un espace vélo à minima mal conçu. Il faut pousser les exigences vélo dans les PLU. On est d'accord, c'est pas une question
Mais on est d'accord. Mais là-dessus, ce qui est un Oui, point, là-dessus, je veux ouais, juste revenir à un vas-y. point intéressant. On Vas-y. voit, nous, que ces objectifs de mobilité sont fortement dépendants effectivement du maire, comme tu le disais, et qu'il y a un vrai enjeu politique et électoral. On voit des surenchères assez fortes sur la mairie de Lyon qui dit: «Moi, je suis passé à 12 de part modale», mairie de Paris, qui dit: «Mais moi, je suis passé à 15», et il y a des surenchères un peu comme ça, qui mettent du temps à se traduire dans les PLU. Et encore une fois, il n'y a pas de lien, on va dire, entre la mairie et le constructeur, autre que le PLU. C'est-à-dire, c'est pas la mairie qui dit: «Bah, nous, en fait, on a décidé qu'on se passerait à 12, on va vous appeler pour vous prévenir qu'on va passer à 12». C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Tant que c'est pas traduit dans le PLU, il n'y a pas de visibilité forte pour le constructeur. Donc il va y aller à minima. Comme on l'a dit, c'est conçu comme une contrainte aujourd'hui un local à vélo, parce que c'est des mètres carrés qui ne sont pas utilisés pour lui financièrement. Donc il va vraiment faire le minimal. Tant qu'il n'y a pas un PLU, ou tant que la mairie n'est pas ultra claire en amont avec le constructeur, bah, ça sera difficile. Donc ce qu'on pousse, nous, comme solution qu'on est en train de monter en réflexion de groupe de travail, c'est effectivement d'avoir la mairie qui est claire sur ses exigences futures et comment va évoluer son PLU. Moi, je peux tout à fait entendre une mairie qui veut passer à 15 là où c'est difficile pour un constructeur, c'est de répondre sur le PLU actuel et de se faire refuser son permis pour perdre des mois et des mois parce qu'en fait, le 12 n'est écrit nulle part, en fait. Et donc l'idée, Mm. nous, ce qu'on demande aux mairies, c'est d'être plus proactif dans le dire: «Bah, attention, votre PLU va être changé peut-être que dans 2 ans, mais voilà où est-ce qu'on veut aller nous, et donc ne répondez pas dans le cas du PLU, répondez déjà dans ce que nous on attend demain». Ça va juste simplifier fortement les choses. Les investisseurs immobiliers font pas là au minimum pour faire le minimum, ils font juste ce que leur oblige la loi aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ouais, tu as raison, mais même ça va au-delà. C'est-à-dire que si on prend une entreprise ou un territoire, ça veut dire quoi être compatible Accord de Paris à horizon 2025, 2030, 2040 en part modale? Et du coup, Ils en si on savent rien commence à aujourd'hui. voilà, et si on La part commence, modale n'est pas, enfin, 15, 12, 25 de part modale, comment ça se traduit dans un PLU? Ça, ils savent pas le dire et personne ne sait le dire tant que c'est pas mis dans un PLU, en fait. non, clairement. En tout cas, on peut commencer à objectiver, le sujet pour avoir des tendances, pour dire ça veut dire quoi être Accord de Paris compatible en 2030 en part modale, en faisant des petits produits en croix. Il y a quand même pas mal d'outils qu'on développe, en tout cas en ce qui nous concerne, pour accompagner les employeurs sur ces sujets, pour au moins avoir ces ordres de grandeur et ces tendances qu'aujourd'hui personne n'est capable de chiffrer. Sur les campus privés de grosses entreprises avec des grands espaces extérieurs peu sécurisés pour les cyclistes et avec des espaces de stationnement vélo peu attrayants, limités en place et ne protégeant pas toujours bien des intempéries. Faut-il prioriser la création de voies cyclables en rajoutant davantage de places abri vélo? Moi, j'ai une réponse très claire, c'est oui. Mais on Moi pourrait aussi. débattre à l'infini. J'essaye, il en reste 3-4, là, on va les finir comme ça. Il est pile poil l'heure, là. Catherine, donc, est-ce que la distance de domicile travail a diminué ces dernières années? Pas forcément constaté sur nos missions et sur les enquêtes ménage INSEE, Non là, j'ai plus. pas vu ça se en fait, il y a une stabilisation, mais pas forcément de diminution. Après, il y a une stabilisation avec des pratiques différentes. Donc aujourd'hui, quand on prenait les 40 de Français qui peuvent télétravailler, il y en a une partie quand même qui sont allés plus loin et qui acceptent de faire des distances plus longues. Donc voilà, et puis il y a ceux effectivement qui se rapprochent, mais globalement, rien de dramatique, enfin rien de. D'ailleurs, sur l'enquête ménage INSEE qui est sortie en décembre dernier, on a perdu, je ne sais pas si vous savez, mais on a perdu 2% de part modale de la voiture en 10 ans. Donc voilà, en 10 ans, tout le monde prend plus son vélo, mais ça fait que 2% en moins. A-t-on une idée du taux de vol et ou de dégradation des vélos dans les parkings? Alors, dans les parkings, non. On sait qu'il y a à peu près 350 000, 400 000 vélos volés par an. Oui. À titre de comparaison, on est plutôt à 130 000 véhicules thermiques, voitures principalement. Donc voilà, bon, c'est quand même pas mal. Hein. L'ordre de grandeur n'est pas si éloigné. Et on a quand même 250 000 maisons cambriolées. Alors, voilà, je mets les ordres de grandeur parce qu'en fait, ça ne nous empêche pas de continuer à acheter des voitures, faire la promotion de la voiture, des maisons, c'est-à-dire qu'on va habiter dans les maisons. Mais sur le bon, oui, mais voilà, de 250 000 versus 400 000, ça ne nous empêche pas de vouloir continuer à acheter des maisons et de le financer. C'est facile, hein, mais bon. Quid de la question des vélos de location et là, je te laisserai la main, mais je finirai là-dessus. Effectivement, quand on parle vélo, on parle vélo de fonction, vélo propriété, vélo en location, ça peut être vélo en libre service. En gros, c'est plein de types de services associés à un usage, qui est la bicyclette. Voilà, je pense que c'est important de comprendre que quand un immeuble ou un employeur doit intégrer ces sujets, il doit l'intégrer sous un angle multiple.
puisque ça ne Oui, va pas nécessiter les mêmes usages, les mêmes infrastructures. Vas-y. alors ce qu'on voit nous, le vélo de location fait peur aux entreprises, Mmh. parce qu'ils ont une responsabilité assurantielle sur ce qui peut arriver aux gens qui viennent en vélo et qui aujourd'hui le ressenti, c'est qu'il y a quand même plus d'accidents sur les gens qui sont en vélo que les gens qui sont en voiture. Hem, donc autant on a vu un engouement, au départ, autant on a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui nous disent, «On met ce qu'il faut en place pour qu'ils puissent faire du vélo, mais c'est pas nous qui allons leur fournir leur vélo», et notamment du coup, prendre des services de location, qui existent. Donc là-dessus, je sais pas où en est le vélo-location, je pense que c'est une solution en tout cas, mais ça je pense ça reste à chaque personne qui doit décider quelle est la meilleure façon pour elle. Bon, je vois qu'il y a d'autres peut-être points. Sur la ressource des 400 000 vélos, vous allez sur le site de la FUB, Fédération des usagers de la bicyclette. C'est là où je vais chercher ce genre d'infos. Bon, on a débordé. Thomas, je ne sais pas si tu reprends la main. Merci Jean-Baptiste, en tout cas, d'avoir joué le jeu. Bah, au plaisir, Timothée et Thomas. Merci à tous Ouais. aussi. On a essayé de faire voilà, au mieux possible pour répondre à toutes les questions. Je te laisse, Thomas, à la fin. Bonnes vacances à tous et bonne période de chaleur, là, hein. Ouais, bah, merci beaucoup Timothée, merci Jean-Baptiste, merci à vous d'avoir été présents. Et comme je disais au début, vous pouvez télécharger le support de présentation en cliquant sur le petit icône de téléchargement qui apparaît quand vous placez votre souris sur la présentation. Vous allez recevoir un mail avec le replay, donc n'hésitez pas à voir et revoir ce webinaire. Et puis on vous souhaite de bonnes vacances à tous si vous ne les avez pas encore prises, et un bel été. Et on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures. Merci à tous. Merci à tout le monde.